environ un quart de la population. C'est entre 5 et 10% de la population qui, n'est-ce pas, qui manifeste cette maladie parmi les personnes qui sont infectées. C'est une maladie qu'on peut prévenir et qui peut être traitée. Et elle est traitée grâce aux antibiotiques, mais c'est une maladie qui peut s'avérer très dangereuse lorsque le traitement n'est pas assuré à temps. L'approche qui est utilisée, c'est la machine GeneXpert, qui est un test moléculaire rapide pour détecter la tuberculose. Euh, on détecte la résistance en seulement 2 heures. Alors, ce sur quoi nous travaillons, c'est malgré le fait que la machine GeneXpert peut vraiment faire des tests très rapidement. euh, des fois, il y a des problèmes logistiques. Et la raison derrière, c'est que avec les machines GeneXpert sont installées au niveau des établissements désignés. Et c'est juste dans quelques établissements. Vous pouvez trouver une machine GeneXpert qui est utilisée par plusieurs établissements. Ce qui veut dire que les cas de tuberculose ou les échantillons de tuberculose sont collectés et puis sont envoyés à un autre établissement pour être testés. Et puis, et puis les résultats sont renvoyés à l'établissement qui a introduit la demande de test. Donc, c'est là où le problème commence. Le personnel de santé est forcé de transférer ces données manuellement avec les machines GeneXpert euh, au électronique. Pour le cas d'espèce, c'est dans DHIS2 ETL. Et le résultat, c'est les problèmes de qualité de données, mais aussi le retard pour la gestion des patients. Vous savez qu'avec la tuberculose, un retard peut conduire à plus d'infections. Alors, notre responsabilité, c'était vraiment d'explorer une approche alternative. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas vraiment d'approche de lier les différentes machines GeneXpert et d'autres systèmes, mais ce qui était en place, les machines qui étaient en place avaient des problèmes. Il y avait des problèmes liés au contexte local et il fallait avoir une approche alternative qui pouvait nous aider à surmonter ces problèmes. Ce que nous avons fait, c'est le cas, pour pouvoir accélérer le processus d'avoir les résultats. Donc, il fallait avoir une preuve de ce concept et l'opportunité était là. Et avec le peu de ressources qu'on avait, on a collaboré avec le personnel de laboratoire et le personnel du programme de lutte contre la tuberculose. Et il fallait commencer avec le module de 10 couleurs de la machine Gene Expert. On voulait avoir une situation où, comme vous pouvez le voir au niveau du diagramme, souvent, vous avez la machine Gene Expert et puis vous avez le système électronique
qui est un système basé sur le cas, qui est utilisé pour enregistrer les cas de tuberculose dans les établissements. Alors, la préoccupation, c'était la façon d'obtenir les données qui se trouvent dans les machines qui étaient dans les établissements. Donc, il fallait les connecter au routeur pour qu'on puisse y accéder en ligne. Mais le problème, c'était la lecture de ces données et les pousser et les lier au cas de DHIS2, c'est-à-dire le système basé sur le cas de DHIS2. Ce que nous avons pu faire, il y a eu un adaptateur d'interface ou un système qui, qui, qui peut être installé directement dans la même machine qui, qui a la machine GenExpert. Vous pouvez aussi l'installer dans l'instance DHS2 avec un système basé sur le cas. Ça peut aussi être un système indépendant avec l'objectif de récupérer ces résultats à partir des machines GenExpert et les envoyer au niveau de l'instance centrale de DHS2. Nous avons pu le faire et il fallait après euh, s'assurer que c'était lié à un cas particulier dans le système DHS2. Nous avons utilisé les systèmes et les protocoles standards pour que ce soit adaptable. Nous avons utilisé TCP. Vous pouvez l'installer dans la même machine ou dans une machine séparée. C'est facile pour l'utilisateur de faire la configuration initiale sans avoir besoin d'expertise technique. Et après, le transfert des résultats approuvés peut commencer. Euh, la technologie utilisée, ça rend les choses open source et ça a plusieurs plateformes et se base sur une architecture de serveur. Et c'est indépendant de l'adaptateur et l'utilisateur sera capable d'entrer dans une interface particulière ou peut voilà, entrer sur la plateforme directement avec l'application qui est liée. Donc, ce que vous utilisez avec l'instance DHIS2, vous pouvez aussi l'utiliser avec cet adaptateur pour accéder aux données. Voilà un aperçu de l'interface utilisateur qui est utilisée. Une fois sur cette plateforme, vous pouvez commencer la synchronisation. Bien sûr, il faut vérifier le statut de la synchronisation et c'est vraiment simple pour n'importe quel utilisateur. Alors, les résultats synchronisés, et c'est l'une des parties les plus importantes. C'est le lien euh, euh, des résultats dans des HS2 ETL. Les résultats sont liés au cas approprié et l'utilisateur sera capable de trouver les résultats dans une phase appropriée du tracker. Par exemple, ici, c'est le tracker qu'on utilise et c'est la phase des résultats, surtout les résultats des HS2. Les résultats que vous voyez ici ont été envoyés automatiquement à partir de la machine GenExpert. C'est une approche qui peut aider à résoudre les problèmes de données, de précision de données, mais aussi les problèmes de retard. Et une des réalisations
au niveau technique. Et la chose la plus importante, c'est cette capacité d'avoir une interface qui peut aider à transférer les données. Ça ne prend pas seulement en compte les, les données diagnostiques, mais aussi les données logistiques. Et nous sommes très contents euh, avec l'opportunité qu'on a eu d'impliquer plus d'acteurs pour mettre à l'échelle et connecter toutes les machines GenExpert. Donc, ça aide dans le renforcement des programmes de lutte contre la tuberculose et avoir des données précises en- euh, et de manière très rapide. Donc, à l'avenir, on aimerait avoir un tableau de bord standard qui est centralisé dans des HS2 qui pourrait être utilisé pour soutenir les liens entre GenExpert et DHS2 pour les tests, pour les données aussi logistiques des machines afin que les machines soient gérées au sein du même tableau de bord, mais aussi en soutenant les autres technologies. Vous pourrez trouver d'autres machines Gen Expert qui utilisent d'autres technologies et ça pourrait constituer une autre alternative. Je pense qu'il y a une question qui est en train d'être posée. Malheureusement, la personne qui la pose n'a pas le micro, donc on ne peut pas l'entendre. Et l'orateur lui-même, il a déjà enlevé le micro. Et il va le remettre. Super. Donc, il n'y a pas de lien. Le test, vous savez, ce que j'ai montré ici, c'est des choses réelles. On a déjà effectué les tests. Malheureusement, on n'arrive pas à entendre les questions de l'assistance. Euh, J'apprécierais si vous pouviez vraiment me laisser vous présenter mon collègue qui pourrait vous donner plus de détails. Merci beaucoup. Différentes machines Gen Expert ont différents modules. Alors, ce que nous avons utilisé, c'est que chaque échantillon a sa propre identification qui doit être rentrée dans la machine. Pendant le processus de synchronisation, c'est les identifications qu'on utilise pour connaître ou identifier telle ou telle instance. Et vous contrôlez le tracker DHS2 dans le test, mais aussi la collecte des échantillons. Nous, nous sommes limités à collecter les données à partir de GenExpert pour le compte de DHS2, mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment on peut avoir les échantillons pour ETL. Nous avons intégré avec des machines intelligentes et vous mettez les échantillons et puis ça va scanner le code barre et une fois que les résultats
sont là, voilà, il peut y avoir le lien. Mais les machines, j'ai un expert que nous avons en Tanzanie qui ne sont pas assez intelligentes. Il faut vraiment d'abord que les résultats soient là et comme ça, après, on peut envoyer les résultats dans des HIS2. On n'arrive pas à entendre les questions. Nous sommes désolés. C'est pourquoi j'ai mentionné dans ma présentation. Vous savez, il n'y a pas de solution, mais les défis qu'on a rencontrés, c'était par rapport au manque de fonds et les problèmes liés à la confidentialité dans le contexte. Merci. Nous allons continuer avec la prochaine présentation. Ce que vous avez fait. euh, une dernière question. Malheureusement, on ne peut pas entendre les personnes qui posent les questions. Merci beaucoup. Maintenant, nous souhaitons la bienvenue au présentateur, Hang Makeste. Bon après-midi à tout le monde. Je m'appelle Thong Hang. Je vais vous parler de l'intégration de DHIS2 avec Rapid Pro pour les événements dangereux après la vaccination, le suivi de la vaccination contre le COVID-19. Je vais vous montrer ce sur quoi nous avons travaillé. Euh, J'arrive pas à voir le plan de ma présentation. Je vais vous donner un peu de background, un peu de contexte et les autos. Le Lesotho, c'est un pays montagneux avec une superficie de 30 355 kilomètres carrés. C'est un petit pays à l'intérieur de l'Afrique du Sud. Et la population est estimée à environ 2 millions. Donc, les choses sont encore stables sur ce côté. Et puis, il y a beaucoup de cas
cas de tuberculose avec une co-infection avec le VIH. Donc, le, le Lesotho, c'est parmi les pays qui ont fait le plus de progrès par rapport aux objectifs d'ONU-SIDA. Et vous pouvez voir les différentes cibles ici. Et par rapport à la pandémie de COVID-19, et le premier cas a été enregistré le 13 mai 2020, dû au manque d'infrastructures pour effectuer les tests. Donc, il fallait exporter les tests. Donc, ça a pris du temps. Il y a eu 34 490 cas et plus de 700 décès enregistrés. Euh, Et puis, le programme de vaccination a été lancé le 15 mars en 2021. Et puis, jusqu'ici, les individus qui ont vraiment été vaccinés, qui ont reçu la première dose, c'était 945 717. Et les personnes âgées de plus de 12 ans qui ont été vaccinées, c'est autour de 60%. Alors, je vais vous parler de notre expérience dans le soutien et dans la gestion, dans le renforcement des systèmes d'information sanitaire au Lesotho. L'intégration basée sur DHS2 a été développée et dans, dans 12 programmes sanitaires. DHS2 est opérationnel dans 199 189 établissements publics. Et il y a il y a aussi un système électronique qui est utilisé et nous avons soutenu l'implémentation. Nous sommes un petit pays et nous sommes dans la majorité des établissements sanitaires. Nous nous essayons de couvrir les 199 établissements sanitaires. Donc, tous les programmes, par exemple, de lutte contre le VIH sont couverts. Le système euh, a été développé lorsque le programme de vaccination a débuté en 2021 et nous avons et dans ce système, c'est un système basé sur le tracker et à l'intérieur, il y a notre programme AEF et il y a qui se trouve dans le système de rapportage. Et puis, nous avons aussi intégré Rapid Pro. C'est c'est un outil de surveillance et nous allons nous focaliser là-dessus. Alors, nous allons parler, étant donné que notre présentation se focalisait sur l'intégration, nous voulons parler de la manière dont les systèmes sont liés. Il y a le système COVAX qui est un registre, c'est un système de tracker, DHS2. Nous utilisons les tablettes, les ordinateurs portables pour les établissements un peu reculés. Tous les vaccins qui sont administrés contre le COVID-19 sont dedans. Ça collecte aussi les données liées au nom, les numéros de téléphone mobile et autres. Nous avons également inclus des données de recensement pour qu'on puisse calculer la couverture par rapport à la vaccination. C'est pourquoi j'ai pu dire que nous avons couvert 60% de la population. Et
Pour ce qui est de l'interopérabilité, lorsque vous voyez COVAX, il faut comprendre DHS2. Nous avons intégré ce système. Nous avons ce qu'on appelle Citizen App. Nous l'utilisons pour générer des données peut-être sur les vaccins. Après, nous avons migré vers Trusted Vaccine. C'est un processus qui obtient qu'on collecte les numéros de téléphone des individus dans notre système. Parce qu'à la fin, on doit produire un certificat. C'était alors un avantage, c'était quelque chose de positif d'avoir ces numéros de téléphone dans le système. Notre système COVAX, le système de surveillance que nous avons dans le pays, avait quelques problèmes. Il fallait que les gens viennent au niveau des établissements. Les gens devraient venir. Euh, c'est- euh, Si, par exemple, on leur dit que c'est quelque chose de simple, la personne ne va jamais revenir. Donc, c'est un tableau de bord qui montre les cas qui ont été enregistrés, 1368 cas. Ça a pris 2 ans pour avoir les données. Donc, c'est lent parce que les gens doivent revenir pour donner des informations par rapport à la EFI. Comme ça, on met les données dans le système. Nous nous sommes inspirés de la plateforme Rapid Pro pour développer un outil de surveillance au niveau de la communauté qui utilise les téléphones portables et qui est open source. On avait un système passif et les chiffres vraiment ne venaient pas comme on le voulait. Donc, on a dû récupérer les chiffres. Donc, on cherchait un moyen de récupérer les données sur les personnes qui auraient la FFI. Donc, Bob a dit qu'on utilise WhatsApp, mais on utilise plutôt SMS. Alors, on a préféré SMS parce que il y a beaucoup de personnes, les autos, qui n'ont pas de smartphone. Si vous utilisez WhatsApp, alors vous n'aurez pas toutes les données. Donc, on a décidé d'utiliser le système de SMS. C'est un système automatique parce que une fois que vous êtes enregistré dans DHS2 pour votre vaccination de routine, et les données vont se retrouver dans Rapid Pro. Donc, on récupère les données euh, à partir de l'instance DHS2 vers Rapid Pro. Et, et l'objectif de Rapid Pro, c'est de gérer le workflow, les SMS à envoyer, quel jour, quand est-ce qu'il faut arrêter, des trucs du genre. Donc, Rapid Pro gère tout cela, tout ce travail. Donc, c'était vraiment important d'intégrer des HS2 avec Rapid Pro pour pouvoir gérer ce processus. Voilà le flux de travail. Donc, voilà notre client qui est au niveau de l'établissement sanitaire. Et puis, il est vacciné. Et puis après, pendant qu'il attend que les données soient enregistrées dans l'instance, nous avons mis un logiciel entre pour nous aider à
récupérer les données, pour récupérer les données. Donc, je ne vais pas vraiment en parler parce que c'est pas encore disponible pour tout le monde, mais c'est un outil vraiment qui nous aide à récupérer les données à partir de DHS2 et c'est tout ce qu'il fait. Et puis, on envoie ces données à RapidPro et RapidPro va faire tout le travail lié au workflow. Ça va envoyer les messages de présentation. Et voilà, nous avons notre instance DHS2, c'est ici que tout commence. Et puis, toutes les données nécessaires, le nombre de vaccins, le nombre de doses, tout ça, toutes ces données sont envoyées à RapidPro. Et puis, des messages pourraient être envoyés aux clients. Et lorsque les clients répondent, ils répondent à travers Canal. Et, et puis, au niveau, c'est le message, le client reçoit le message. Et puis, c'est c'est envoyé à RapidPro et puis à DHS2. Donc, voilà un aperçu du workflow. Et donc, avec ce système, je ne voulais pas vraiment nommer cette section conclusion. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on peut, poursuivre la réflexion là-dessus. Donc, avec cet outil, les bénéficiaires de vaccins contre le COVID-19 peuvent nous informer voilà, de n'importe quel problème. Euh, et puis, le client peut toujours répondre parce qu'on doit vous demander, après la vaccination, on doit vous demander comment vous vous sentez. On doit savoir comment vous vous sentez. Et on peut, par exemple, vous demander si vous avez des douleurs. Et si vous répondez, le workflow continue et on va déterminer s'il s'agit d'un AFI ou non. Donc, nous payons nous-mêmes pour les SMS. Donc, ils ne doivent pas s'inquiéter du coût de ces SMS. Donc, s'il y a un cas d'AFI, il y aura une réponse et RapidPro va envoyer cette information à DHS2. Donc, c'est une intégration qui peut être étendue au-delà de la vaccination de COVID, euh, contre le COVID-19. Euh, il faut rappeler ici que AFI, c'est MAPI en français pour les francophones. AFI, c'est MAPI en français. Donc, on peut aller au-delà de la vaccination contre le COVID-19. Il y a des enfants qui sont en train d'être vaccinés et donc nous sommes en train de voir comment on peut utiliser cela pour couvrir d'autres vaccins ou d'autres campagnes de vaccination. Il y a des clients qui viennent pour les services de VIH et on doit les rappeler les rendez-vous pour venir prendre les médicaments. Donc voilà, donc c'est possible d'intégrer le système pour que les clients puissent être rappelés, on puisse avoir des messages qui les rappellent les,
les dates de rendez-vous. Voilà, j'espère que j'ai été vraiment rapide. Euh, je pense qu'il y a un problème. On n'arrive pas à entendre les questions des participants. C'est malheureux. Euh, super. Je suis éthiopien, nous avons le même système. Donc, le problème qu'on a, c'est de en fait, de donner des informations par rapport aux effets indésirables des vaccins euh, et envoyer ces informations à l'OMS. Est-ce qu'il y a un système, est-ce qu'il y a un système pour faciliter cette tâche? Est-ce que je dois répéter la question ou tout le monde l'a entendu? Donc, nous ne sommes pas encore à ce niveau. À ce niveau, nous essayons juste de récupérer les données à partir des clients. Et puis, mais donc pour le moment, notre objectif, c'était de récupérer juste les données. Mais c'était pas en fait, il n'y avait pas cette idée d'envoyer les données à l'OMS. Donc, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Est-ce que vous avez une étape de codage un peu différente pour enregistrer les informations par rapport aux effets indésirables des vaccins? Ou vous gardez ça dans un texte quelque part dans le système? Nous utilisons vraiment un système de codage, c'est un système local dans notre instance DHS2. Donc, nous leur demandons comment ils se sentent. Nous avons essayé de limiter les choses pour que les réponses soient vraiment structurées. Et donc, nous évitons des situations complexes et les éléments de données qui se trouvent dans DHIS2 euh, sont, sont codés. Donc, voilà. Par exemple, les gens vont dire qu'ils ont des maux de tête et puis voilà, on va enregistrer cette information. Donc, ce sont des réponses simples, concises, donc qui ne posent pas de problème. Il n'y a pas dans le texte. Merci.
Donc, maintenant, nous allons procéder à cette présentation où je vais vous montrer des composantes que et mon collègue Marcel va vous parler des expériences au Soudan du Sud et comment est-ce que nous allons avancer par rapport à la production. Pour cet outil, il est très facile et flexible comme mécanisme que nous pouvons utiliser pour répondre rapidement quand il y a des sinistres. Utiliser un téléphone Android pour prendre les données dans tous les lieux possibles. Nous ne sommes pas fixés, localisés quelque part simplement, mais ça peut, on peut se bouger avec un téléphone pour prendre les données. Ça peut être un volontaire qui prend les données ou un leader de la communauté qui peut aller prendre les données. C'est très facile, très rapide, c'est un outil simple, rapidement déployable et flexible. Si vous savez qu'il y a des données ou des normes à respecter, nous ne pouvons pas mettre en place quelque chose qui doit prendre 2 semaines, un mois pour être implémenté parce que la maladie risque de se répandre rapidement. Donc, en matière d'urgence que nous avons, on a mis en place des kits de traumatologie euh, ou d'urgence pour pouvoir aider s'il y a des tremblements de terre ou des inondations. Donc, nous l'avons appelé E-What's in a Box, qui est un kit qui est dans une boîte qu'on peut envoyer. Il y a un téléphone à l'intérieur, il y a l'ordinateur pour l'agent de surveillance. Et s'il y a un sinistre quelque part ou des désastres, s'il n'y a pas d'électricité, il y a un système photovoltaïque pour charger le système. J'irai un peu plus vite maintenant. Donc, ce qui se passe généralement, c'est que la collecte de données à partir de plusieurs lieux est possible, que ce soit sur le terrain, mais dans le laboratoire également. Ces laboratoires ne sont pas aussi sophistiqués que vous croyez, mais c'est des laboratoires où on teste la plupart des kits et on se connecte avec les équipes d'intervention. On gère les alertes et les réponses au bureau de surveillance. Pour les gérer, on utilise les directives de l'OMS. Par exemple, on prend en compte le numéro de téléphone parce que ça fait partie des normes de l'OMS pour ce qui est euh, des guides. Il faut également la caractérisation du risque, etc. Il y a également d'autres fonctionnalités qui permettent au, à- au chargé de pouvoir analyser les données. Donc, si vous voulez faire vos rapports, c'est automatique. L'idée de base, c'est que vous pouvez prendre les données rapidement. C'est via un système basé sur les événements et vous pouvez analyser les données rapidement pour les réponses. Donc, les officiels épidémiologiques ont assez de temps pour pouvoir répondre. Maintenant, quand on détecte l'épidémie, l'outil permet de pouvoir faire la liste. S'il y a le choléra, par exemple, on peut établir une liste de lignes lorsqu'un foyer est identifié. Donc, voilà l'outil que nous avons qui est opérationnel depuis un petit bout. Alors, comme j'ai dit, nous avons commencé l'implémentation depuis 2015. Il y a des lieux qui ont été visités, il y a des îles du Pacifique qui sont prises en compte pour la surveillance. Mais pour une nouvelle fonctionnalité, on a pris le Soudan du Sud et la RDC. Le Soudan du Sud fait partie des premiers pays où il y a eu l'implémentation et nous avons commencé dans les camps. Je le dis parce que le Soudan du Sud a connu beaucoup de crises. Il y a eu plus de 1000 rapports
de crise et en RDC également, il y a eu des crises qui nous ont fait intervenir. Alors, pour dire pourquoi l'intégration de EY in the Box dans le DHIS2, c'est que quand on prend les données d'urgence, on n'a pas forcément les informations par rapport aux populations déplacées, les camps de réfugiés, les cliniques qui sont gérés par les partenaires des Nations Unies, les ONG, qui n'ont pas une structure forcément euh, ancrée, on perd les données. Donc, c'est pour cela qu'on a besoin d'un système intégré. Des fois, les données sont en format Excel chez quelqu'un et on ne peut pas y avoir accès facilement sans la personne. Donc, c'est pour ça qu'il y a le système pour pouvoir importer et exporter des données pour que lorsqu'il y a un système pour qu'on puisse y avoir accès aux données facilement. L'autre question importante, c'est qu'avec DHIS2, vous pouvez prendre plusieurs données qu'on peut utiliser pour les activités de riposte en cas d'urgence. Dans certains pays, par exemple, vous devez euh, connaître la capacité pour pouvoir riposter facilement. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il fallait faire une intégration entre Eworld Cinebox et DHIS2. Donc, je crois que Marcel va prendre la parole pour parler de l'expérience proprement dite. Marcel, à vous la parole. Bonjour, j'espère que vous pouvez me suivre. Merci, chers collègues. Donc, je vais commencer en parlant de la technologie qui est à l'origine du projet. Premièrement, il y a quelques composantes, une interface web qui est l'interface principale où nous gérons la plupart des caractéristiques ou fonctionnalités de l'outil, que ce soit du bureau de surveillance, que ce soit au niveau des travailleurs, au niveau de la communauté. Il y a également l'instance nationale qui est à prendre en compte parce que c'est un outil qui peut être utilisé dans plusieurs pays à la fois. Et il y a également euh, le serveur autonome. En réalité, euh, dans ce qu'on a présenté, vous avez compris qu'il y avait des îles et c'est important d'avoir un système dans l'île qui peut contrôler l'accès à Internet et l'accès à la connexion mondiale, surtout en cas de crise urgente. Nous avons l'application mobile qui peut être également installée sur un téléphone et être utilisée pour pouvoir gérer les données. On peut l'utiliser également pour pouvoir analyser les informations. Donc, on doit essayer de gérer ce qui se passe avec les agents sur le terrain. Également, il y a une passerelle SMS. C'est pour permettre aux utilisateurs de faire un rapport rapidement au système, mais le système va utiliser le SMS pour faire le rapport. Généralement, en cas d'urgence, c'est peut-être un tremblement de terre et par conséquent, on ne peut pas avoir internet dans la zone. Par conséquent, il faut utiliser, le réseau 2G pour communiquer, c'est-à-dire le SMS. Pour ce qui est de la technologie, il y a un module qui a été développé à partir de Python et il y avait ensuite l'autre modèle 16.8.4 qui a été développé via React.js. Nous usons également le DHIS2 API
endpoint qui est utilisé pour le système. On aimerait rappeler également qu'il y a des API intégrés pour communiquer avec d'autres systèmes. Donc, en général, qu'importe le système, que ce soit un autre système de gestion ou un code ou l'application de visualisation, ça peut être utilisé. Par rapport au processus d'intégration, on se concentre sur trois types d'ensemble de données. On a les données agrégées basées sur l'intervalle qui sont adaptées pour les cas d'épidémie, que ce soit des rapports hebdomadaires, journaliers ou mensuels. Donc, nous avons également les données à notification immédiate et nous avons les maladies qu'on peut signifier rapidement comme ce qui est nécessaire en temps de crise. Il y a également le système d'alerte basé sur les cas ou les listes de lignes des pays lorsque dans le système, on essaie d'analyser les données pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces derniers-là. Par exemple, nous pouvons avoir des informations par rapport aux données agrégées. Donc, comme par principe général, les données agrégées basées sur l'intervalle dans EOAS correspondent aux ensembles de données des HIS2 où ça peut passer via le modèle de tracker en utilisant le programme événement ou le programme tracker. Donc, généralement, l'utilisateur peut configurer tous ces éléments de lui-même pour voir où est-ce qu'il veut que les données soient. Et également, euh, les fonctionnalités sont intégrées dans le système. Prochaine diapo, s'il vous plaît, où nous avons deux éléments clés du processus d'intégration. Premièrement, il y a la cartographie de l'emplacement de la déclaration ou du rapport. Et deuxièmement, nous avons la cartographie des variables de la déclaration dans les formulaires. Maintenant, c'est quoi le processus d'intégration? En partant du fait que cela a été expliqué par mon collègue, j'aimerais dire qu'on peut avoir des situations d'urgence où les centres de santé et les camps sont mis en place et on utilise EWARS pour pouvoir prendre les données de ces lieux. Donc, nous avons intégré dans le EWARS un processus qui va permettre de prendre les données et les injecter dans le DHIS2 au bon endroit. Donc, généralement, ces 5 étapes. On commence par la création d'un projet, la sélection d'un formulaire, connecter cela à DHIS2, la localisation des cartes, les variables cartographiques et puis envoyer les données dans le DHIS2. On va essayer de regarder comment est-ce que cela fonctionne. Donc, pour nous, le processus a été achevé déjà et cela a été testé également. Dans 2 cas, cela a été testé avec la RDC et le support du Sud. Donc, nous utilisons les directives de l'OMS pour prendre en compte le fait que les personnes non autorisées n'aient point accès aux informations. Donc, avec cette diapo, vous voyez comment est-ce que c'est très facile de pouvoir entrer premièrement l'URL du serveur DHIS2 et puis vous entrez votre euh, identifiant le mot de passe et puis directement on sélectionne le type de programme que vous voulez, auquel vous voulez avoir accès dans le DHIS2 et voir comment est-ce qu'on peut entrer directement dans le DHIS2. On va essayer maintenant de commenter cette diapo à l'écran pendant 1 minute. Donc, en fait, pour envoyer les données, on sait tous que parfois c'est une question d'épidémie qu'on doit notifier rapidement. Donc, l'officier de surveillance peut faire la configuration dans le système EWARS, à quel rythme est-ce qu'il veut que les données soient uploadées dans le DHIS2. Donc, il peut sélectionner le temps, il peut décider lui-même d'envoyer
le fichier quand il le veut par rapport à la disponibilité des données pour que puisse aller d'un système à l'autre. Maintenant, pour cette diapo, quelles sont les lacunes, les défis et les possibilités d'amélioration? Premièrement, il y avait un manque de cohérence des identifiants communs pour la mise en correspondance des unités d'organisation, comme on l'appelle dans le DHIS2, et les variables relatives aux maladies, comme on l'appelle dans le EWARS. Donc, on a préparé une cartographie dans EWARS. Au lieu de le prendre à partir des variables, on a euh, une cartographie qu'on peut faire dans le logiciel pour pouvoir intégrer les deux systèmes. Le deuxième défi, c'est la vision claire de l'utilisation des données d'alerte et d'épidémie par le DHIS2. C'est important de rappeler ici que les données d'alerte sont dynamiques. Cela change très souvent et très rapidement. Et envoyer ces données d'un système à l'autre peut être une tâche herculéenne et parfois ce serait juste un problème d'analyse avant d'envoyer les fichiers. Maintenant, un troisième point, explorer les possibilités d'accroître l'expertise locale dans le cadre du processus d'intégration. Ici, on est en train de voir les approches participatives pour ce qui est de la communication de Awards dans le DHCSE. Donc, trois choses à ajouter, merci, pour les perspectives. On aimerait que ces activités soient dans le processus, on aimerait que ce soit euh, et que la question stratégique soit maintenant prise en compte pour ce qui est de la préparation aux situations urgentes, pour ce qui est des pays qui utilisent le DHIS2, et également essayer de pouvoir former les uns et les autres, comme nous le faisons avec nos équipes via l'OMS, pour pouvoir avoir un système efficace d'alerte précoce. On a également pour objectif de pouvoir intégrer le système avec IRAMS et d'autres outils d'urgence. Alors, je vous remercie très bien de votre aimable attention. Merci beaucoup. Alors, c'est super. Mais ma question a à voir avec l'implémentation, je ne sais pas si vous l'avez implémenté et qu'en est-il des rapports par rapport aux épidémies? Est-ce qu'il y a eu des décisions par rapport à ce système? Si vous pouvez en parler, ce serait bien. Donc, l'autre question est de savoir, est-ce que tout est fait de manière électronique ou bien vous prenez en compte euh, le manuel également? C'est-à-dire, est-ce que vous utilisez un système hybride? Nous ne pouvons plus entendre l'oratrice, s'il vous plaît. Elle est très éloignée du micro principal. Merci beaucoup. Donc, pardonnez-nous, nous ne pouvons pas interpréter la réponse de l'oratrice. Merci. Dans les lieux où il n'y a pas de connexion, merci de nous faire entendre l'oratrice maintenant. Nous pouvons entrer les données sur le téléphone mobile
via les SMS. C'est ce que nous faisons avec notre système. On aimerait que, on utilise l'application Android pour faire, heu, pour notifier les alertes. Ce serait ce qui est préférable, même si les SMS sont une possibilité. Il y a les formations de l'OMS qui sont gratuites. Il y a des modules, pardon, en français, anglais, portugais, en polonais, en ukrainien, et cetera. Surtout qu'on soutient la crise, l'Ukraine pour ce qui est de la crise russo-ukrainienne. Donc, voilà un peu. Merci de votre aimable attention. Le micro de l'orateur, s'il vous plaît. Le micro de l'orateur. L'orateur n'est pas très audible, donc nous ne pouvons pas fournir une interprétation de ce qu'il dit. Donc pour ce qui est de la question, c'est l'intégration. Donc, généralement, vendredi matin, ce serait pas, mal parce que généralement, c'est à ce moment-là. À 9 heures heure d'Oslo, ce serait bien. Donc, généralement, on utilise Google Meet. Envoyez-moi juste un mail, bob@dhis2.org, et je vais vous programmer sur les calendriers et puis vous aurez les informations. Donc, bob@dhis2.org. Est-ce que c'est bon? Je suppose que c'est dans la boîte. Bon l'après-midi, voilà. Nous avons 4 orateurs. Maintenant, je vais parler, heu, avec mon collègue par rapport à la gestion des projets avant que Sarah et Adrienne ne parlent de l'aspect technique de notre présentation. Alors, je commence en disant que Samaritan Purse est une, organisation à but non lucratif, aux États-Unis. Nous avons 16 succursales dans les pays et nous avons également des partenaires au niveau local. Nous faisons des programmations avec nos bureaux et nous essayons de répondre aux urgences dans les pays.
nous essayons de résoudre les problèmes aussitôt qu'on est au courant. Par rapport au DHS2 et son organisation, nous avons mis en place une riposte médicale pour les cas d'urgence et il y a mon équipe qui s'occupe de cette question et on répond aux crises de guerre et de conflit, les épidémies et les sinistres. Maintenant, par rapport aux réponses que nous avons pu euh, adresser, il y a 47 heu, cliniques mobiles que nous avons mis en place. On fait des programmes de formation et également en bas, vous pouvez voir les photos de nos interventions, surtout pour ce qui est du Congo en 2018. Alors je vous montre ceci afin que vous puissiez savoir que le contexte dans lequel nous travaillons est toujours différent. Parfois, on a la connectivité, parfois, on n'en a pas. Donc, on peut essayer d'agrandir même l'échelle de nos interventions. C'est faisable. On peut mettre en place des outils qui peuvent également s'adapter aux situations d'urgence. Alors, on s'occupe également des questions de ceux qui sont en charge des données. Nous essayons de voir qui euh, doit rendre compte, à qui on a des donateurs, les ministères sur le plan local. Donc, on essaie de maintenir un programme standard pour ne pas réinventer la roue à chaque fois. Donc, c'est ce qui nous a amené au DHIS2. Et c'est vrai, ceci est un peu chaotique. Donc, c'est l'équipe technique qui viendra simplifier cette diapo qui a l'air chaotique. Mais généralement, voici un peu les différents acteurs et voici le formulaire qu'on a créé. On utilise ce formulaire qu'importe si le type de problème sur le terrain. Quand il y a eu le tremblement de terre en Turquie, nous avons également euh, nous sommes intervenus et il y a des indicateurs internes à notre niveau. On voit les ensembles des données de l'OMS. On travaille avec toutes les sources disponibles pour pouvoir faire un travail optimal. Également, nous prenons en compte les propositions des institutions comme euh, le RISP qui a mis en place le DHIS2. Et grâce au DHIS2, on peut faire une cartographie des situations et qu'importe le type de riposte, si c'est en interne ou en externe, cela se trouve dans ce formulaire, qu'importe la situation, que ce soit pour les tremblements de terre ou pas, les possibilités, euh, ils sont illimités pour résoudre n'importe quel problème de manière efficace. Je suis le second orateur. Je m'appelle Eric, je suis en charge du département informatique. Pour ce projet, je suis aussi le gestionnaire en chef. Je ne veux pas parler des solutions techniques, mais je vais vous expliquer comment est-ce que ce projet a fait pour être un succès. On essaie de penser aux réponses ou ripostes en matière de situation médicale. Je sais qu'il y a plusieurs experts pour ce qui est de la gestion des événements ici. Donc, que ce soit une question des utilisateurs ou même pour nous-mêmes, informaticiens, pour prendre de bonnes décisions, pour
avancé sereinement. Nous avons eu des difficultés également. Nous avons commencé depuis des années. On connaît les difficultés des spreadsheets quand on est une grande institution. Donc, ce que nous voulons faire, c'est de mettre en place des normes qui ont des outils robustes pour pouvoir riposter à n'importe quelle situation d'urgence. On n'a pas besoin de réfléchir encore à un nouveau formulaire. On prend le formulaire existant, on essaie de personnaliser cela par rapport à l'événement. Donc, le résultat, c'est qu'on a mis en place notre outil. Il y a eu euh, les partenaires qui sont venus. Donc, ils ont mis en place une équipe qui a travaillé grâce au DHIS2 qui est devenu maintenant une référence pour faciliter le déploiement. Donc, on a un tableau qui permet de pouvoir faire le tracking et également offrir une assistance médicale lorsqu'il y a des situations d'urgence médicale. Donc, nous sommes heureux des résultats obtenus. La raison pour laquelle nous avons connu du succès, elle est très simple. Il y a plusieurs variables, la population, le processus et la technologie. Nous avons pour un mandat de pouvoir résoudre les problèmes que nous rencontrons avec les partenaires internationaux qui nous ont également soutenus. On a une grande équipe qui était impliquée dans les définitions des exigences et nous avons mis en place nos objectifs. Pour ce qui est de notre équipe, on a pu avoir pardon, un groupe de personnes dédiées. Maintenant, pour le processus, la gouvernance était très importante parce qu'il fallait respecter les procédures qui sont en place sur le terrain afin de pouvoir résoudre des problèmes rapidement. Donc, la technologie était devenue plus facile quand on a eu l'aval sur le plan de la gouvernance. Donc, toutes ces variables ne peuvent pas être un succès tant qu'il n'y a pas la technologie. Donc, on a eu du soutien avec plusieurs pays, des professionnels dans le domaine qui ont également apporté leur assistance afin que nous puissions obtenir du succès. C'est ça qui nous a permis de pouvoir simplifier le système et avoir un système euh, standardisé ou normalisé. Donc, voici ce que je peux dire du côté de l'informatique. Et maintenant, la collègue va continuer la présentation. Euh, ne vous inquiétez pas, il peut revenir pour répondre aux questions. Donc, je serai la dernière oratrice pour ce qui est de la présentation. Maintenant, pour ce qui est le développement de l'application, euh, le développeur en chef n'est pas là, mais je vais essayer d'expliquer. Maintenant, par rapport à l'entreprise derrière ce développement, c'est ICT, comme vous pouvez voir à l'écran. Nous travaillons avec les projets de recherche, nous travaillons beaucoup avec des partenaires. Et une chose qui est très importante pour nous, c'est que quasiment tout notre travail qui est open source. Donc, en se focalisant sur l'application dont nous allons parler aujourd'hui, c'est que j'aimerais que vous sachiez que cette application fait partie d'un contexte plus large de réponse d'urgence et nous avons des domaines dans lesquels l'application a été utilisée. Par exemple, dans le domaine du choléra au Malawi, on a celui qui est testé pour l'Ebola et également pour ce qui est des hôpitaux d'urgence. Nous sommes heureux également parce que c'est déjà utilisé par des Samaritains dans plusieurs situations de riposte d'urgence comme la guerre dans le cas de la guerre russo-ukrainienne, également dans le cas du tremblement de terre en Turquie.
J'aimerais rappeler également les exigences d'une application comme la nôtre. Comme le collègue l'avait dit, des exigences requièrent que quand vous êtes sur le terrain, vous n'avez pas de connexion ou quand vous y êtes, vous en avez de temps à autre, mais ce n'est pas stable. Donc, ça ne vous permet pas de pouvoir enregistrer les données et vous ne pouvez même pas visualiser les données. Donc, on essaie de tout faciliter pour que vous puissiez avoir accès aux données et les analyser sur le terrain. Également, il y a notre système qui est facile à utiliser, à installer et à configurer. Alors, j'aimerais rappeler que l'application DHIS2 nous a aidés et ça nous a aidé à avoir une solution intégrale. Vous avez votre ordinateur avec Linux ou Ubuntu, vous pouvez avoir des solutions complètes. Vous partez avec sur le terrain, il y a le serveur DHIS2 que vous pouvez utiliser pour pouvoir tirer euh, ou extraire les données et les utiliser. On va entrer un peu en détail, mais premièrement, j'aimerais que vous puissiez voir cet écran pour voir ce qu'il en est par rapport à l'application. Donc, quand l'utilisateur entre dans l'application, euh, qu'importe qui est en charge, il y a 8 fonctionnalités, mais j'aimerais rappeler également que ça, c'est un mélange de comment est-ce que nous pouvons utiliser les fonctionnalités de DHIS2. Donc, on n'a pas besoin de réinventer la roue, mais parfois on a besoin un peu d'arrondir les angles. Donc, on doit utiliser des applications génériques pour pouvoir faciliter le processus. Premièrement, je vais parler de la configuration des réponses. C'est un outil qui est très important pour la configuration dans les hôpitaux. Ça s'occupe également de la question de maintenance. Il y a le formulaire d'entrée pour capturer ou prendre les données. Et maintenant, j'ai parlé des 3 outils que vous voyez là-bas pour ce qui est de la visualisation. Et également ici, vous allez voir l'aspect le plus complexe qui aide. euh, c'est le rapport, c'est personnalisé, c'est un peu complexe. Donc, il faut la formation pour pouvoir bien l'utiliser. Ceci est fait grâce au à Metadata Sync qui est open source. Nous avons également d'autres modules, l'application de formation pour enseigner à l'utilisateur comment l'utiliser. Il est vrai que c'est euh, facile à utiliser, mais il y a quelques personnes qui ont besoin de formation. C'est pour cela qu'il y a cette application de formation pour expliquer le contexte et aider tout un chacun par rapport à l'utilisation. Vous pouvez jeter un coup d'œil là-bas et comprendre comment cela fonctionne. Et comme je disais également, vous avez besoin d'avoir la possibilité de pouvoir extraire les métadonnées et également de uploader les données sur la plateforme. Donc, c'est très facile à utiliser lorsque vous cliquez. Pour terminer, j'aimerais expliquer le processus, comment est-ce que tout ceci se passe sur l'ordinateur Linux. Pour que cela entre dans le DHIS2, quand vous êtes sur le terrain, vous euh, prenez les données et c'est très facile à faire et très rapide. Premièrement, vous devez allumer votre ordinateur. C'est juste une chose à faire. Voici le site qui est affiché. C'est l'interface dont on a besoin. À partir de là, vous pouvez utiliser plusieurs Docker. Ici, vous pouvez avoir le choléra, par exemple. Vous avez des problèmes d'urgence dans les hôpitaux. Vous cliquez là-dessus. Et puis, ensuite, cela s'affiche. Vous avez le squelette. En plus, il y a les métadonnées auxquelles vous avez accès. Vous pouvez être en Turquie, il y a des tremblements de terre, vous avez besoin de métadonnées, vous êtes en Ukraine et on a également besoin des métadonnées. Vous avez le squelette de l'application, mais vous devez personnaliser l'application pour répondre à votre problème. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser pour pouvoir enregistrer les données et les analyser. Maintenant, j'ai mis ici l'exemple des lieux où cela a été utilisé avec succès, c'est la Turquie et l'Ukraine. Maintenant, le flux de ces données, comme je l'ai dit, l'utilisateur de fin peut facilement faire appel à cela. Pour terminer, j'aimerais dire que nous avons également développé euh, ces pages des sites
quand l'utilisateur part sur le site web, selon ses permissions, il peut avoir accès à tout ce qui est affiché là ou à un seul parmi tout ça. Donc, ce sera présenté le jeudi. Donc, jetez un coup d'œil à ça. Et si vous avez vraiment envie de voir à quoi cela ressemble, attendez jeudi lors de la présentation de la compétition des applications pour pouvoir voir comment est-ce que cela fonctionne. Je crois que c'est le bon endroit pour pouvoir présenter les différentes composantes. Donc, voilà ce qu'il en est de ma présentation. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous n'entendons plus bien l'orateur. S'il vous plaît, bien vouloir lui passer un micro. On a besoin d'outils pour faire la cartographie, n'est-ce pas? Parfois, c'est très compliqué de faire usage lorsqu'il n'y a pas des solutions de cartographie. Il y a d'autres questions dans la salle, on va y répondre avant de terminer. J'étais impliqué dans certaines stratégies de riposte, de réponse. Par exemple, il y a MSF qui essaie d'étudier les hôpitaux. Donc, je pense qu'on a besoin de collaboration pour les la gestion des cas. Je crois que c'est une question très importante parce qu'il y a des modules qui sont là pour le tracker. Comme on a vu l'exemple de la RDC, je pense qu'il faudrait quand même prendre en compte des partenaires pour avoir un système intégré. Pour ce qui est de la collaboration, vous savez, pour ce qui, il y a le front-end qui a été préparé. Donc, généralement, pour les cas d'urgence, nous avons les applications qui sont prêtes pour pouvoir aider lorsque nous sommes sur le terrain. C'est comme cela que nous collaborons généralement et sur le terrain, facilement, vous pouvez vous en sortir. Je crois que c'est ce que je peux dire pour le moment. Qu'en est-il de la collaboration avec les partenaires alors? Le micro est très loin de l'oratrice. Pour ce qui est de la surveillance, c'est de cette manière qu'on a pu bâtir le formulaire NGS. Euh, à l'OMS, on avait besoin de faire la surveillance. C'est pour cela qu'il y a les documents Excel qui ont toujours aidé et on l'a intégré justement dans l'application. Et on a besoin de collaboration immédiate sur le terrain. C'est pour cela que l'application est configurée ainsi. Je sais, le micro étant éloigné de l'oreille, il nous est difficile de comprendre ce dont il est question. Donc, pour ce qui est du DHIS2, on a commencé à l'utiliser depuis un petit bout maintenant, comme c'était le cas en RDC au Libéria, où cela a été utilisé lors des cas d'urgence et de sinistre. Donc, on va essayer de voir ce à quoi ressemble la collaboration en temps réel. Je vais terminer, mais je vous passe la parole pour clôturer.
Je pense que, il y a beaucoup de collaboration avec les partenaires, dans les pays. Je travaille sur l'analyse des données sanitaires, auprès de l'OMS. C'est pour cela que je parle beaucoup de la collaboration. Il y a le secrétariat de l'OMS qui peut également aider. Cela aide beaucoup pour la surveillance dans les différents pays et l'intégration de plusieurs systèmes de données peut aider à renforcer les capacités des uns et des autres parce qu'il y a, une équipe, qui travaille pour ce qui est des données sanitaires. Nous essayons de voir comment est-ce que nous pouvons travailler les mains dans la main dans la main avec les différents pays pour pouvoir avoir des solutions fiables pour tout un chacun. Donc, je crois que si le système n'est plus opérationnel, cela n'aidera pas. C'est pour cela qu'il faut collaborer pour pouvoir avoir des sauvegardes à plusieurs lieux. Donc, je crois qu'on pourra échanger mieux là-dessus lorsqu'on sortira de la salle. Je vous remercie. Il y a plusieurs qui pensent que l'intégration, c'est une question d'ordinateur. Je peux vous assurer que c'est le problème le moins difficile. L'intégration a pu avoir avec les êtres humains, les populations, et cetera. Donc, on va mieux en parler une autre fois. Merci beaucoup. Nous remercions tous les orateurs qui sont passés devant nous pour les présentations. Merci.